Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Ce soir, nous parlerons physique quantique et univers multiples. Et qui de mieux pour en parler que notre cher Olivier Roriche. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Bonsoir Anne, bonsoir, merci, très bien. Je suis vraiment ravie de t'avoir ce soir Olivier. On est plus de 3500 inscrits, donc merci à vous tous d'être avec nous ce soir également. Alors malheureusement, Thierry Watley devait présenter ce soir ce webinaire avec toi et il ne peut pas être présent. Donc je prends la relève pour ce soir et c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas dès maintenant, si vous avez des questions, à les poser dans le chat pour que nous puissions donc dans une deuxième partie du webinaire y répondre. Parce que donc la première partie de ce webinaire, ce sera vraiment donc une conférence que tu vas nous proposer, Olivier, sur le thème de ce soir. Avant de te laisser démarrer sur cette conférence, je voudrais juste dire que toi, donc, tu as une particularité quand même, c'est ton double parcours, où tu as vraiment à la fois une approche scientifique, mais aussi une approche spirituelle. Alors, l'approche scientifique, c'est parce que t'as intégré l'école normale supérieure, tu as ensuite enseigné les matières scientifiques dans des grandes écoles. Et en parallèle de ça, tu t'es intéressé à la méditation et tu es devenu enseignant en méditation et tu as un bon millier d'heures de pratique de méditation à ton actif, n'est-ce pas? Oui. Donc, oui, c'est vrai que en fait, je me destinais au départ à la recherche scientifique. Hein. J'ai donc fait effectivement normal sup en maths et puis la grecque de maths et puis donc un travail de recherche en physique théorique. Et puis à l'âge de 25 ans, il y a eu un grand tournant dans ma vie parce qu'en fait, j'ai eu une crise existentielle, ça m'est tombé des mains. Je me suis rendu compte que l'approche purement scientifique, en fait, ne me révélerait pas le cœur de la connaissance. C'était vraiment quelque chose, je sentais qu'il manquait quelque chose d'essentiel dans une approche purement scientifique. Je savais pas quoi en plus, donc c'était assez difficile comme période. Et à ce moment-là, j'ai rencontré effectivement des grands lamas tibétains proches du Dalai Lama, en exil, hein, donc, et je me suis initié en profondeur à la sagesse bouddhiste, à la méditation, mais beaucoup plus que juste la méditation en tant que méthode. Toute la sagesse, la profondeur de la sagesse bouddhiste, une voie d'éveil. Et donc, je suis devenu interprète de grands maîtres tibétains. Je suis devenu donc aussi enseignant dans ces cercles-là et intervenant. Voilà. Et puis, c'est vrai que plus récemment, je me suis intéressée justement par le pont qu'on pouvait faire entre sagesse bouddhiste et physique moderne en particulier. Hein, donc, d'une part, bien sûr, les neurosciences et ces choses-là, mais d'autre part, la physique moderne, théorie du chaos, physique quantique en particulier, relativité aussi. Et j'ai écrit un livre dont on parlera là-dessus d'ailleurs. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler donc ce soir. Si vous voulez, la révolution quantique, comment elle a totalement bouleversé le paysage scientifique au début du XXe siècle. Et puis, quels sont les liens qu'on peut faire avec la sagesse bouddhiste. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire historiquement parce que quand le Dalai Lama est arrivé en Occident, si vous voulez, dans les années 70, hein, il s'est vite aperçu que il n'était pas connu à l'époque, hein, et bon, il arrivait et tout frais, si j'ose dire, mais inconnu du monde, et il s'est vite aperçu que si vous voulez que la sagesse bouddhiste prenne corps dans nos pays, eh bien, il fallait qu'elle dialogue en profondeur avec les philosophes, les scientifiques, les religieux, enfin toutes les disciplines occidentales. Et il a commencé à instaurer ce qu'on a appelé des rencontres Mind and Life chaque année. Et c'était des rencontres entre les plus grands maîtres bouddhistes et les plus grands savants du monde, les plus grands scientifiques mondiaux, les prix Nobel, etc. Et sur des thèmes, alors comme par exemple la conscience, l'univers, la matière, voilà, sur des thèmes fondamentaux de cosmologie, de vision en quelque sorte du monde, hein, au sens large. Et ces dialogues perdurent toujours de nos jours, hein, ça existe, vous pouvez trouver des annales assez facilement, Mind and Life. Et ces rencontres ont été passionnantes. Et juste pour vous donner un petit teaser, quand on a expliqué au Dalai Lama, qui a toujours été passionné par la science moderne, ceci dit, hein, quand on lui a expliqué les fondamentaux de la physique quantique, comme je vais vous le dire maintenant, eh bien, il a dit,
et d'abord, il s'est fait répéter plusieurs fois la chose parce que c'était juste étonnant pour tout le monde, de toute façon. Et puis quand il a été sûr d'avoir bien compris, il a dit, mais c'est incroyable parce que on a l'impression que c'est un Madhyamika moderne. Le Madhyamika, c'est la plus haute philosophie bouddhiste qui parle directement de la grande vacuité, de la grande ouverture. Hein, et donc, il y a tout un procédé d'explication de ça traditionnel. Il a dit, mais de nos jours, en fait, la physique quantique serait le véritable Madhyamika. Donc, c'est pour vous dire à quel point il a vu une convergence extraordinaire, on peut dire, entre la physique quantique et la sagesse bouddhiste, alors que la science classique, elle, la physique classique, elle est très éloignée des concepts bouddhistes, comme on va le voir maintenant. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez. Hein, vous dépeindre, ok, Anne, en 5 minutes, le paysage du monde classique, hein, du monde 17e, 18e, 19e siècle, avec la physique de Newton, de Laplace, ce qu'on appelle la physique classique, le monde cartésien. Et là, c'était un monde, si vous voulez, qui se caractérise par plusieurs aspects. Et l'un des aspects, c'était le déterminisme absolu, hein, c'est-à-dire que le monde était vu comme une grande horloge parfaitement réglée et qui était parfaitement calculable, déterminable, prévisible. Hein, on considérait à l'époque que si on connaissait l'état du système à un instant, eh bien, on pouvait de façon parfaite, théoriquement en tout cas, prévoir le futur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sorte de contrôle absolu du futur, en quelque sorte, de connaissance absolue, aussi donc déterminisme, prévisibilité, hein, et puis surtout prédominance donc de l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire que puisque tout est prévisible, tout est calculable, eh bien évidemment les mathématiques, l'abstraction, la théorisation, hein, devient l'outil privilégié de la connaissance. Et vous voyez à quel point ce monde cartésien, indéterministe, avec l'abstraction, la théorisation, le rôle du concept, eh bien, est tellement encore prégnant dans nos sociétés, même si la physique quantique est venue faire un grand coup de pied là-dedans il y a déjà plus de 100 ans. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit aperçu du monde classique. Et alors, le monde classique, il pensait que la réalité était indépendante de l'observateur. Ça, c'était juste une évidence, si vous voulez, pour tous les scientifiques de l'époque. Hein, c'est qu'il existe un monde réel, indépendant de celui qui observe. Voilà, objectif, entre guillemets. Et donc, tous les expérimentateurs vont voir la même chose de ce fait-là. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la science disqualifiait systématiquement tout ce qui n'était pas reproductible par l'expérience. Par exemple, si vous avez une expérience subjective, eh bien, une expérience qui vous arrive à vous, hein, vous percevez quelque chose, vous êtes conscient de quelque chose, c'était disqualifié. Pourquoi? Parce que c'est pas reproductible. On peut pas faire une expérience qui permet à tout le monde d'expérimenter la même chose. Par conséquent, voilà, c'est pas scientifique, ça n'existe pas. Hein, c'était ça un peu l'arrogance de l'époque. Vous voyez qu'il y a encore des belles traces de nos jours, hein, même si on est passé à d'autres choses. En réalité, cette arrogance scientifique, elle est encore très présente, en particulier dans toutes les sciences du vivant, les sciences médicales et ainsi de suite, biologiques et ainsi de suite. Et donc, alors maintenant la physique quantique. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la physique quantique? Elle nous raconte bon, elle a eu son origine au moment de la question de savoir si la lumière était une onde ou une particule. Vous avez peut-être entendu cette polémique. Hein, à la fin du 19e siècle, on pensait que la lumière était ondulatoire, c'était une onde qui se propageait dans un certain éther, entre guillemets. Et puis, Einstein, lui, le trouble-fête parfait, est arrivé en 1905 pour dire, bah non, moi j'ai une autre expérience, c'était l'effet photoélectrique, ce qui donne lieu au panneau photovoltaïque, et qui prouve que la lumière est une particule. C'est-à-dire, elle est faite de photons, de petits grains de lumière, autrement dit. Et alors, panique à bord, la lumière, une expérience dit que la lumière est une onde, une autre dit que la lumière est une particule. Pour aggraver les choses, Louis de Broglie arrive un peu plus tard, un Français, qui démontre que même la matière est comme ça aussi. Même les électrons, les protons, les constituants de la matière sont à la fois des ondes et des particules. Alors, selon la façon dont on les considère, ce qui n'a pas grand sens. C'est un peu comme si vous disiez, vous avez en face de vous une fleur ou une carafe d'eau, selon le type qui le regarde. Bon, ça paraît complètement délirant.
Et alors donc, bon, les physiciens se sont beaucoup inquiétés de ça. Et puis, progressivement, ils ont fait beaucoup d'expériences dont je vous passe les détails ici. Hein. Et finalement, ils sont arrivés, si vous voulez, à quelque chose, enfin, à une réalisation, hein, qui est là, on pourrait dire, le premier principe, on pourrait dire, de la physique quantique, hein, c'est l'indétermination du réel. C'est-à-dire que avant d'être observé, une particule, que ce soit un photon, une particule de lumière, ou un électron, un proton, une particule de matière, eh bien, va être dans un état indéterminé. Son énergie est indéterminée, sa position est indéterminée, sa vitesse est indéterminée, donc elle prend entre guillemets toutes les valeurs à la fois. Bon, c'est pas forcément une bonne façon de le dire, mais on peut pas le dire autrement. Hein. On peut dire aussi qu'elle est dans la superposition de plusieurs états, elle est entre guillemets potentiellement à la fois dans beaucoup d'états possibles. Et puis alors après, quand on l'observe, cette particule, quand on la mesure, eh bien, toutes ces valeurs, tout ce potentiel va s'actualiser en une seule valeur particulière. Mais, selon l'observateur, ça va être l'une, ça va être l'autre, de façon aléatoire. Et c'est ce côté hasard. Alors, je vais vous donner une toute petite métaphore pour que vous compreniez. Hein, c'est une simple métaphore, faut pas la pousser trop loin, mais elle fait comprendre. Imaginez que je lance un dé. Le dé, il tourbillonne, d'accord? Et a priori, il est sur aucune face. On pourrait dire, il est à la fois sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et puis, si je tends ma main et que le dé tombe dans ma main, il va par exemple tomber sur le chiffre 2. Mais il est bien évident que si quelqu'un d'autre ou moi-même, à un autre moment, je le fais tomber, il peut tomber sur 3. Et je ne peux absolument pas dire sur quel nombre il va tomber. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une probabilité de temps qui tombe sur chaque nombre. Donc, la réalité quantique, elle est un petit peu identique. C'est-à-dire que l'état d'une particule élémentaire est indéterminé, mais il a une certaine probabilité d'être à dans tel ou tel état. Et quand il est observé, de façon aléatoire, ça tombe sur un ou une autre chose. Alors ça, c'était extrêmement dérangeant. Vous imaginez, hein, le réel est indéterminé, il n'est pas vraiment défini, et son actualisation dépend de celui qui l'observe. C'est énorme. Hein. Les scientifiques ont paniqué complètement. Einstein s'est complètement insurgé contre ça. Il a dit cette réplique que vous connaissez peut-être, très célèbre au congrès de Solvay de 1927, « Dieu ne joue pas au dé ». Hein, du genre, votre physique quantique, là, il y a un truc qui va pas. Et Planck lui a répondu, mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il a à faire? Voilà, c'est une réplique classique, mais Einstein s'est toujours insurgé contre ça. Pour lui, le réel, il est ce qu'il est, quoi, et il doit être le même. C'est ça. Scientifiquement, le réel, on peut le prouver, en fait. Et là, avec cette expérience du dé, c'était plus prouvable de la même manière. Voilà. Alors, le dé, encore une fois, c'est juste une métaphore. Hein. Bon, mais il y a des expériences qu'on appelle des franges d'interférence de Young. Bon, on pourrait regarder ça, qui montrent que effectivement, on a comment dire, un résultat aléatoire. Hein, selon l'observateur, le résultat dépend de l'observateur. Et donc, avant que la chose soit observée, on a juste une probabilité qu'elle soit à tel ou tel endroit, mais on ne peut pas dire elle est là et pas ailleurs. Hein, donc, on ne peut plus attribuer à une particule, par exemple, une masse, une vitesse, une énergie, une position définie. Il y a une incertitude là-dessus. Et cette indétermination du réel et cette participation de l'observateur, dans le réel, là je fais un premier parallèle avec la sagesse bouddhiste parce qu'il est évident, hein, c'est que dans la sagesse bouddhiste, on vous dit c'est l'esprit qui crée le monde, hein, c'est-à-dire que c'est la conscience qui est co-créatrice du réel. Il n'y a pas un réel indépendant de vous et votre conscience qui regarde le réel. Ça, c'est vraiment une image qui est peut-être un petit peu intuitive à cause de notre conditionnement culturel, mais en réalité, la sagesse bouddhiste dit très clairement que nous co-construisons le réel par notre expérience qu'on a de lui. Hein, c'est-à-dire une autre conscience va percevoir un autre réel. Il n'y a pas un réel, une réalité solide, tangible, existante, etc., indépendante de celui qui perçoit. Donc ça, c'est très très important. Je ne sais pas si vous mesurez conceptuellement l'énormité de la chose, parce que ça redonne des lettres de noblesse à l'observateur. C'est-à-dire que l'observateur devient puissant, devient important. Et d'où l'approche méditative. Alors là, si on veut faire un lien avec l'approche méditative, il est tout à fait évident, hein, c'est que le méditant va placer la méditation, c'est une transformation de la conscience.
parce qu'on part d'une conscience discursive ordinaire à un état de conscience beaucoup plus profond. Et du coup, le réel qu'on va percevoir va aussi changer. Vous voyez, donc, c'est très intéressant parce qu'on a des remarques un petit peu d'Olivier qui dit que c'est inconcevable mais que c'est fascinant. Et on a aussi Renaud qui dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce juste parce que nous sommes là pour nous poser la question? Disons que oui, ce que je pense qu'on peut se poser la question, c'est surtout, il y a, la conscience est. Je suis conscient. En fait, c'est comme ça que Descartes, d'ailleurs, est parti. Il a dit, je décide de douter de tout. Et puis, il a dit, bon, alors, voilà, je doute de tout, je remets tout en question. Et qu'est-ce que je remarque? C'est qu'il y a conscience. Il y a quelqu'un qui pense. Quand on dit je pense donc je suis, ça veut dire, je suis en train de me poser cette question-là, ça prouve bien que je suis conscient. Et je pense que c'est le premier émerveillement qu'on pourrait avoir en méditation, c'est je suis conscient. Il y a conscience, il y a lumière, il y a lucidité, il y a qualité connaissante. Et ça, c'est vraiment le fondement de l'éveil, vous voyez, dans le bouddhisme. Cette faculté connaissante qui est là, qui est là de tout, indépendamment, j'allais dire, de tout ce que vous savez percevoir. Eh bien, il y a cette faculté connaissante primordiale, on pourrait dire. Alors maintenant, parlons des univers multiples. Comme ça gênait beaucoup les physiciens d'avoir un réel indéterminé, il y a un grand physicien de l'époque, des années 50 à peu près, oui, 1950, qui s'appelait Hugh Everett, qui était américain, un physicien quantique, et qui a proposé l'hypothèse des univers multiples. Il a dit, voilà, puisque, reprenons l'exemple du dé, le dé, plutôt que de dire le dé est dans une position indéterminée et il va tomber sur 1, sur 2, sur 3 aléatoirement, on va dire qu'il y a 6 univers différents. Dans un univers, le dé est sur 1, dans l'univers, le dé est sur 2, etc. Et quand vous mesurez le dé, ça équivaut à choisir l'un des 6 univers. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un feuilletage d'univers, vous voyez, une infinité d'univers superposés, et chaque perception, chaque mesure est un choix d'univers. Alors ça, c'est passionnant, parce que la pleine conscience, la méditation, dans son sens le plus profond, c'est prendre du recul, parce que d'habitude, on est complètement dans un univers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est, par exemple, dans un état de stress ou simplement d'inconscience, dans la vie, on peut passer toute une journée à suivre, un peu comme un animal qui suivrait de façon un peu inconsciente une piste. On est complètement pris dans un univers. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ceux d'entre vous qui pratiquez une forme ou une autre de méditation, à l'issue d'une séance de méditation profonde, quand on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'on a une liberté, un choix qui est beaucoup plus grand que quand on était auparavant juste à suivre ses pensées. Et on se rend compte que quand on s'est désengagé des pensées, à ce moment, on est comme au carrefour des univers. Et on a le choix de l'univers. Par exemple, si vous êtes en méditation, après, vous avez le choix de vous mettre en colère ou pas. Vous avez le choix de suivre une idée ou pas. Vous avez le choix de percevoir quelqu'un comme méchant ou le percevoir autrement. Vous voyez, vous avez un choix infini, en fait. Et ça, c'est l'exemple typique du choix quantique, c'est-à-dire qu'en physique quantique, vous n'êtes pas en face d'une réalité définie, solide, tangible, vous êtes en face d'une infinie potentialité de réalité. Et c'est votre conscience qui va décider de les actualiser ou pas. Donc vous voyez, là il y a un parallèle, c'est pas étonnant que le Dalai Lama ait été fasciné quand il a entendu ça, parce que c'est tellement proche de la physique quantique. Et alors que, je le répète, la science ancienne, traditionnelle, telle qu'elle a encore d'ailleurs beaucoup pratiquée de nos jours, elle, avec son idée d'un univers fixe, défini, indépendant de vous, de votre conscience, eh bien, vraiment, là, pour le coup, s'oppose vraiment à la vision spirituelle. Vous voyez, c'est en contradiction. OK? Donc ça, c'est une très belle chose. Et maintenant, on va passer au deuxième point, au deuxième grand principe de la physique quantique, qui est l'intrication. L'intrication, vous avez peut-être entendu parler de ça. Je vous l'explique très simplement. Vous avez un émetteur, supposons, de particules, par exemple de photons, particules de lumière ou d'autres particules, quelles qu'elles soient, une source qui va émettre deux particules, vous voyez, à l'opposé, chacune. Chaque particule, comme je vous l'ai expliqué, est dans un état indéterminé. On ne peut pas dire qu'elle a une énergie, une position bien définie. Et quand elle va être mesurée, par exemple, si elle atterrit sur un écran,
eh bien, voilà, elle va là par contre être mesurée avec certaines caractéristiques aléatoires. Eh bien, figurez-vous que quand on mesure une particule avec une certaine caractéristique, l'autre particule qui est partie de l'autre côté a exactement la même, alors que les deux sont aléatoires. C'est un peu comme si vous voulez, je lance 2 dés dans le ciel, hein, et puis s'il y en a un qui tombe sur 2, l'autre tombe systématiquement sur 2, alors que les 2 dés sont séparés, n'ont rien à voir. C'est juste absurde. Hein, bon, il y a un truc, comme on dit. Hein, il doit y avoir un truc. Alors Einstein pensait qu'il y avait un truc. Il s'est dit, il y a un truc. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a forcément quelque chose. Et en fait, on a pu démontrer que non, les particules ne communiquent pas spécialement entre elles. Il n'y a pas une espèce d'influence mystérieuse qui fait que c'est déterminé à l'avance ou quoi. Alors les physiciens sont évidemment devant l'intrication extrêmement étonnés parce que 2 particules qui sont séparées par des distances qui peuvent être très grandes. Hein. Les Chinois ont fait de l'intrication à des centaines de kilomètres. 2 particules donc séparées et qui pourtant, quand il arrive quelque chose à l'une, instantanément, il arrive la même chose à l'autre. Hein, rappelez-vous l'exemple du dé. Hein, si un dé tombe sur 2, ben, à 1000 km, l'autre dé va aussi tomber sur 2, alors qu'ils ne communiquent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, je vous passe les détails, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez, il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation communément retenue, c'est que la physique quantique est ce qu'on appelle non locale, c'est-à-dire elle ne respecte pas le principe de localité. Deux entités peuvent être à 2 endroits différents et être la même chose. Et ça, on n'y avait jamais pensé. Hein. Parce que si vous regardez dans la vie, hein, quand vous êtes, imaginez, je suis en face de vous, ben, vous avez l'impression d'être différent de moi parce qu'on est à 2 endroits différents. Hein, vous êtes à 3 mètres de moi, donc je suis moi, vous êtes vous. Voilà, ça paraît. C'est juste comme ça qu'on a été conditionnés à penser. Dans nos sociétés individualistes, où l'individu est vraiment très important. Mais dans l'intrication, eh ben, 2 entités peuvent être à 2 endroits différents et être la même chose. Et vous voyez, il y a des cosmologues, par exemple, qui commencent à se demander si, finalement, comme tout provient du Big Bang, donc d'un même point à un certain moment, peut-être que toutes les particules de l'univers sont intriquées et donc participent de la même information. Oui, et ça, c'est pas, attention, hein, c'est des gens du CNRS qui se le demandent, c'est pas des gens qui veulent faire des vidéos à succès sur YouTube, hein, c'est de la science parfaitement reconnue et voilà. Donc, vous voyez que cette physique quantique, elle est une physique unitaire, alors que la physique classique est une physique fragmentée en espace, en temps. Et je sais pas si vous avez fait un peu de physique quand vous étiez jeune à l'école, au lycée. Hein, vous avez X, Y, Z, T, voilà, et chaque particule est repérée avec ses coordonnées d'espace et de temps. Et donc tout est fragmenté en espace et en temps. Et notre société, elle est comme ça. Regardez, notre vie, elle est fragmentée en petits morceaux de temps, en petites boîtes d'espace, hein, et on navigue là-dedans. Bon, on est en plein dans les concepts de la physique classique. Eh bien, la physique quantique, elle vous dit peut-être qu'il y a finalement une unité derrière tout ça. C'est d'ailleurs peut-être qu'en fait, au-delà de l'apparence fragmentaire du réel, eh bien, on participe peut-être d'une même unité. Et ça correspond exactement à la vision, j'allais dire mystique, enfin l'expérience spirituelle ou mystique ou méditative de toutes les traditions. Hein, dans n'importe quelle tradition spirituelle, tous les mystiques ont parlé d'unité, hein, d'abolition des références, des distinctions, des individualités séparées. Hein, on atteint un niveau unitaire où il n'y a plus d'ego individuel, il n'y a plus d'ego individuel séparé du reste. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'expérience mystique. Et donc, tout ne serait qu'un. Voilà, donc il y a une unité. Hein. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une interprétation d'un très grand physicien qui s'appelle David Bohm, qui a connu Einstein, bien qu'il était plus âgé qu'Einstein, et qui était un grand physicien anglais, lui, quantique, et en même temps un méditant, quelqu'un qui suivait un chemin spirituel. Et lui, il réfléchissait à tout ce qu'on est en train de dire. Et alors lui, il était arrivé à une explication que je vous livre comme une interprétation parmi d'autres. Hein. Je dis pas que c'est l'interprétation officielle, c'est une interprétation parmi tant d'autres. C'est la théorie de l'ordre impliqué et de l'ordre explicite. Lui, ce qu'il dit, c'est que nous,
on perçoit une réalité fragmentée en espace et en temps. Et on a conscience d'objets séparés dans l'espace et dans le temps. Dans notre conscience ordinaire, c'est comme ça qu'on perçoit. Mais il dit, quand on descend assez profondément dans l'expérience méditative, eh bien, à ce moment-là, on arrive à une expérience de ce qu'il a appelé l'ordre impliqué ou implicite, c'est-à-dire l'ordre sous-jacent, le véritable, cet ordre véritable du réel, qui serait un ordre unitaire au-delà de l'espace et du temps. Et d'ailleurs, tous les physiciens quantiques sont d'accord pour dire que l'espace et le temps ne sont pas des cadres adéquats pour parler de la physique quantique. Donc, on est obligé d'abandonner cette idée de choses séparées par de l'espace et du temps, et on s'aperçoit qu'on a une unité au-delà de l'espace et du temps. C'est exactement comme ça que les mystiques décrivent le réel. Et la physique quantique et la sagesse bouddhiste vous dit que l'espace et le temps sont des créations de l'esprit. Sont des créations, ce sont des catégories mentales, si vous voulez. C'est pas des réalités du monde réel, sont des catégories, des façons de classifier le réel. D'ailleurs, si vous allez dans des civilisations dites primitives, comme les aborigènes ou les Indiens, les Amérindiens ou autres, eh bien, vous verrez que dans ces sociétés-là, vous avez une unité et un concept unitaire, et vous n'avez pas du tout une idée d'un temps linéaire comme le nôtre. Donc, toutes ces représentations spatio-temporelles, en fait, c'est des constructions mentales. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui dit une très belle phrase. Il dit l'espace et le temps sont les modes par lesquels nous pensons et non pas la réalité dans laquelle nous vivons. Je vous le redis, l'espace et le temps sont les modes par lesquels nous pensons, c'est-à-dire c'est notre façon de penser catégorise en espace et en temps, mais ce ne sont pas les modes, ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. L'espace et le temps sont les modes par lesquels nous pensons, mais pas la réalité dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est stupéfiant, si vous voulez. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça ce soir. C'est parce que c'est, comme disait l'anglais, c'est mind-blowing, quoi. C'est quelque chose qui fait exploser complètement l'idée de temps, donc d'âge, de succession temporelle, d'individualité séparée. Oui, donc là, on cesse de se penser comme petit corps et petit esprit séparés, promis à la vieillesse, à la mort, et ainsi de suite. Et on commence à réaliser que notre vraie nature est peut-être infiniment plus vaste que cette petite conception-là dans laquelle on vit en général. Et ça, c'est la grande révélation du bouddhisme en particulier, mais de toute véritable spiritualité, c'est qu'en fait, notre être véritable, ce que nous sommes vraiment, 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 eh bien, c'est bien au-delà de la façon dont on se pense, justement. Et il me semble que la physique quantique, elle, est vraiment une des façons, c'est pas la seule, mais c'est une des voies royales, puisqu'en plus elle est prouvée, puisqu'elle est scientifique, elle est moderne, etc. Eh bien, c'est une voie royale pour nous permettre d'exploser complètement nos concepts ordinaires limitants. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la plupart des gens qui s'intéressent à la physique quantique dans le monde scientifique s'intéressent beaucoup aux équations mathématiques et à leur application pratique pour fabriquer des téléphones, des ordinateurs, etc. Mais s'intéressent finalement assez peu à l'interprétation. Ils laissent de côté le côté incroyablement paradoxal de cette physique quantique. Ils se contentent de manipuler des équations qui marchent toutes seules, qui font fonctionner les choses, l'aspect technologique, si vous voulez, des choses. Mais ils ne réfléchissent pas finalement tellement sur les implications philosophiques, on pourrait dire, de ça. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens qui connaissent rien à la physique quantique et puis qui la mettent à toutes les sauces en disant « Ah, c'est quantique » dès qu'il y a un truc un peu bizarre. Donc, voilà, il y a un petit peu les deux extrêmes. Donc, moi, j'essaye de me mettre au milieu parce que je suis à la fois quelqu'un qui connaît la physique quantique du point de vue de sa vérité scientifique, prouvée, démontrée, et en même temps, une fois qu'on a vraiment compris les expériences de physique quantique et ce qu'elles nous disent, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Waouh, mais qu'est-ce que ça nous dit sur le monde réel ?» Et là, effectivement, d'avoir cet effet un petit peu comme si le plafond de la maison s'envolait et qu'on se retrouve sous la Voie lactée, alors qu'on était dans un petit espace. Et là, je voudrais justement, à ce stade-là, vous voyez, vous faire un parallèle avec là, pour le coup, ce qu'on appelle shunyata en sanskrit, dans la sagesse bouddhiste, qu'on traduit parfois par grande vacuité ou grande ouverture.
Qu'est-ce que c'est que cette vacuité, quelquefois, dont on parle dans le bouddhisme? C'est pas du tout, contrairement à ce que certains pensent, une espèce de néant, une espèce de rien, une espèce d'abolition ou de cessation de quelque chose. C'est grande ouverture ou grande vacuité, shunyata. Ça veut dire absence de limitation conceptuelle. Ça veut dire qu'on va cesser de se limiter par des concepts mentaux. Alors, je pense vous en avoir parlé déjà pas mal là, hein, depuis un certain temps. Et le concept d'espace, de temps, de matière, d'énergie, et ainsi de suite. Et on se représente pas vraiment à quel point le fait qu'on soit né dans une civilisation, avec le langage, avec la culture, avec les modes de pensée, à quel point ça nous conditionne. Et c'est assez effrayant, même si on pouvait le voir, c'est effrayant. C'est pour ça qu'aller dans d'autres sociétés radicalement différentes, bon, malheureusement avec la mondialisation, il y en a de moins en moins, mais c'est extrêmement puissant comme expérience. Et donc, shunyata, si vous voulez, c'est lâcher prise de tous ces concepts, finalement, toutes ces croyances, tous ces systèmes qu'on trimballe inconsciemment en nous et qui nous limitent. Voilà. Et il y a une belle phrase dans le bouddhisme, dans une des écoles du bouddhisme qui s'appelle le Dzogchen, la grande perfection. Ils disent la réalisation de l'éveil s'atteint au moment même de la dissolution de l'esprit conceptuel. C'est au moment où l'esprit conceptuel se dissout que là, justement, cette espèce d'étonnement primordial qu'on a quand on voit le réel sans filtre, sans le filtre de nos conditionnements, eh bien là, c'est vraiment shunyata, et c'est l'éveil en fait. Et c'est pour ça que dans le zen aussi, vous savez que dans le zen, il y a ce qu'on appelle la tradition des koans, c'est-à-dire que le maître va vous dire un truc complètement abscon, enfin, qui n'a apparemment aucun sens, hein, qui est destiné à vous surprendre, à faire une sorte de choc, de paradoxe, ça fait. Et si vous l'entendez dans un certain état d'esprit, ça peut créer cette espèce d'éveil au-delà des concepts. Hein. Quelquefois, il y a même des histoires dans les hagiographies bouddhistes de maîtres qui peuvent même faire un truc violent ou un truc surprenant, et le disciple est complètement pris au dépourvu et il atteint à ce moment-là une réalisation. Bon, ça c'est dans les histoires. Mais je dirais que alors donc pour en revenir à la physique quantique, le Dalai Lama, donc lui était disait que la physique quantique pourrait être un Madhyamika moderne, c'est-à-dire pourrait être une méthode, une approche pour effectivement, en regardant les paradoxes apparents de la physique quantique, eh bien avoir une sorte d'étonnement qui fait que ça casse l'esprit conceptuel ordinaire. Hein, donc voilà donc pour ces quelques. C'est vraiment fascinant. Hein. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui nous le disent. D'accord. Donc Nathalie notamment, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une question qui pourrait être intéressante maintenant. Ce serait par rapport donc le temps. Si le temps est une illusion, n'existe pas. Oui. Nos cellules alors ne sont pas limitées dans le temps, quelque part. Ça, c'est Olivier qui pose cette question-là, ce à quoi Marie-Noël répond. Effectivement, si nous arrivions à sortir de la croyance du temps, notre vieillissement s'en trouverait freiné, même si être dans un corps physique réduit notre conscience. Alors, le corps, si vous voulez, le corps, lui, il a sa vie. Hein, c'est sûr que le corps, il a sa vie, mais il a comme n'importe quelle chose sur Terre, les choses ont une naissance et une fin. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est notre conscience. C'est notre conscience. Hein. La conscience, par exemple, quand on est je vais pas parler théorie parce que la théorie c'est pas ce qui est le plus important, c'est l'expérience. Quand vous êtes en vraie méditation, je sais pas si ça vous est arrivé de faire une méditation où vraiment vous sentez qu'il n'y a pas seulement un calme, mais il y a vraiment une profondeur, une véritable accès à une dimension plus grande. Vous apercevez très bien à ce moment-là que vous êtes sans âge, en fait. Vous apercevez que vous êtes sans âge. Que à ce moment-là, si on pose la question quel âge avez-vous, quel nom avez-vous, quel métier avez-vous, quel sexe même avez-vous, eh ben bon, il n'y a pas dans l'expérience du moment, il y a une expérience qui est au-delà de. Vous avez que ça, c'est juste des mots. Un mot va venir. D'ailleurs, j'ai 50 ans, mais le mot 50, c'est juste un mot, c'est 50, quoi. Mais ça représente rien de tangible, si vous voulez. Vous pourriez aussi bien dire j'ai 2 ans, j'ai 6 mois, j'ai 1 jour.
j'ai 1000 ans, il y a pas d'âge. Hein. Et c'est très beau ces moments-là. Hein. Et moi, c'est curieux parce que je vais vous dire, depuis que je médite, je le sens ça. Avant, j'ai l'impression d'avoir effectivement l'âge qui avançait. Quand j'ai commencé vraiment à avoir une expérience de méditation, je suis aperçu que l'âge, c'était un mot, certes, c'était un mot, ça désignait un certain nombre de choses dans la vie publique, hein, etc. Mais en réalité, dans mon expérience intérieure, c'était pas là. En fait, c'est là, je vous dis, c'est là dans ce qui apparaît vu de l'extérieur. Mais par contre, dans l'expérience, la conscience elle-même, elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que disent bien sûr les gens, par exemple, qui ont vécu des expériences de proximité de la mort, de mort imminente, hein, les N2 aussi. C'est-à-dire qu'ils s'extraient complètement de la logique spatio-temporelle ordinaire du petit monde ordinaire. Ils sont dans une dimension qui transcende complètement ces catégories-là. Hein, et c'est une libération incroyable, c'est une libération formidable. Hein, donc voilà, il y a toutes ces dimensions. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que c'est bien beau, c'est fascinant, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça change là quand je vais me relever et que je vais aller me coucher? Qu'est-ce que ça change? Eh ben, si vous voulez, là, j'allais dire pas la morale, mais la conséquence de ça, c'est de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et d'humour. Vous savez, quelquefois, quand on est malheureux, on sait souvent qu'on prend très au sérieux les choses. Je me suis remarqué, mais il y a certaines choses, quelquefois, vous pouvez par exemple être très terriblement attristé par le fait que vous vieillissez, par exemple, par le fait que il vous est arrivé ci, il vous est arrivé ça, etc. Ou qu'il y a quelqu'un qui est décédé, etc. Donc ça, vous voyez, ça vient du fait qu'on prend très au sérieux les concepts ordinaires qui régissent notre vie. Et bien là, quelque part, on sait que ces concepts, c'est juste des concepts. Et qu'en fait, la réalité, elle est bien plus vaste et bien plus illimitée que tout ça. Alors, ça va pas forcément nous libérer instantanément. C'est pas pour ça que, brusquement, on va se sentir libéré d'une prison. Mais, on a un peu plus d'humour. Parce qu'on sait que c'est pas notre vraie nature. Hein, c'est juste des choses qui, momentanément, à cause des conditionnements, etc., on le perçoit comme ça. Mais il y a une dimension beaucoup plus vaste qui nous attend. Et qui nous attend et qui de toute façon est déjà là en réalité, mais simplement elle attend qu'on en redevienne conscient et qu'on la redécouvre. Et par conséquent, c'est ce qui fait, moi je l'ai vu vraiment en fréquentant les lamas tibétains, les maîtres bouddhistes, on voit bien que même s'ils vivent, ils vivent leur vie, hein, ils ont ces emmerdements qu'on a aussi dans la vie, mais ils ont beaucoup plus de légèreté et d'humour par rapport à ce qui leur arrive, même les tragédies. Regardez le Dalai Lama, c'est un bon exemple. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de, vous voyez, de distanciation par rapport à ces enfermements conceptuels. Hein. Il y a l'accession à une dimension beaucoup plus vaste où les concepts s'envolent. Alors, si ça vous intéresse, intéressez-vous un peu à la physique quantique. Hein. Il y a plein de très bonnes choses qu'on peut lire ou regarder là-dessus. Et à chaque fois que vous voyez un paradoxe, plutôt que d'essayer d'y penser, vous dire ah oui mais c'est un paradoxe c'est ça, eh ben il vaut mieux le regarder avec un peu de distance. Et finalement ce paradoxe ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut peut-être lâcher certains concepts qu'on pensait évidents et qui nous emprisonnaient. Hein, donc c'est disons si vous voulez le moral. Je voudrais finir là, puisqu'il me reste encore une minute avant qu'on passe aux questions. C'est bien ça, Anne? Oui, mais tu peux traîner 5 minutes de plus si tu veux. D'accord. D'ailleurs, Virginie dit juste, ça permet de se détacher du matériel. Ouais, je pense que ça se permet de se détacher. Alors, se détacher, en même temps, on participe toujours. Hein, on est toujours dans le monde, on est toujours impliqué, mais en même temps, à un certain niveau, si vous voulez, eh bien, on cesse de s'identifier. En fait, voilà. Dans la science moderne, la conscience est vue comme un produit de la matière. Par exemple, la vue officielle scientifique des biologistes à l'heure actuelle, c'est que le cerveau produit de la conscience dans certaines conditions. La conscience est une sorte de produit qui se produit à l'intérieur de la matière, dans certains lieux. Bon, voilà, on ne sait pas trop encore comment, mais voilà. C'est ça la vue ordinaire. Et que donc, bien sûr, si la matière est détruite, la conscience est détruite aussi. Eh bien, la vue spirituelle, elle est totalement opposée. C'est-à-dire que dans la vue spirituelle, vous partez de votre expérience et vous réalisez que c'est la conscience qui est à l'origine de toute chose. C'est parce qu'on est conscient, parce qu'il y a cette lucidité fondamentale,
que tout apparaît, que la matière apparaît, que le corps apparaît, que le langage apparaît, que la vie apparaît, que la mort apparaît. Elle apparaît au sein d'une lucidité fondamentale qui préexiste à ça. Et donc, la conscience est l'origine du monde et non pas un produit du monde. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça nous rend puissants. Parce que la vision ordinaire nous rend impuissants. C'est pour ça que les gens sont tellement déprimés. J'ai l'impression d'être des toutes petites choses vaguement conscientes, qui vont mourir, etc. Enfin, c'est vraiment une vision extrêmement misérable, si vous voulez, qu'on a habituellement. Alors que là, on se rend compte que la conscience, c'est la lucidité originelle au sein duquel toute la vie et la mort se déploient. Et ça, vous pouvez l'expérimenter en méditation. Hein, c'est une simple vue de l'esprit. Et donc, et du coup, eh bien, voilà, en restant, on pourrait dire, dans cette expérience consciente, hein, plutôt que de partir vers des théories et des concepts, en restant dans l'expérience consciente, eh bien, vous allez progressivement réintégrer on pourrait dire cette dignité ou cette noblesse originelle de l'être, qui est donc être moins affecté aussi par tous les aléas de la vie, et vous apercevoir qu'on est plus grand finalement que toutes ces choses qui nous arrivent. Voilà, pour le dire dans quelques mots. Oui, mais c'est vrai qu'après, les concepts dans lesquels on est conditionné depuis toujours, c'est aussi difficile de voir d'autres réalités. Voilà. Alors c'est pour ça que la physique quantique est très intéressante, parce c'est une invitation à sortir de, quand vous lisez vous verrez, si vous lisez vraiment les récits des expériences, vous y réfléchissez, vous dites, une sorte d'étonnement primordial. Donc c'est un super outil, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Tous les chemins spirituels sont nombreux pour nous montrer des voies des voies au-delà des concepts progressivement. Mais déjà, je vous dis, ce qu'on peut faire déjà, c'est que même si on est toujours prisonnier quelque part à cause de notre conditionnement culturel, avoir un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté, et se dire finalement, je pense comme ça parce que je suis un occidental, j'ai été formé à l'école occidentale et tout, donc voilà, je suis formaté pour penser comme ça. C'est pas la réalité, c'est simplement ma façon de la voir. La réalité, elle est infiniment plus vaste que ça. Et je vais progressivement peut-être la découvrir à mon rythme. Mais en tout cas, dès maintenant, je peux me dire que je ne suis pas condamné à être cet être un peu misérable, si vous voulez, que mon conditionnement me... Et alors, toute la société est vraiment faite pour vous assurer que vous êtes misérable, que vous êtes en manque affectif, en manque de temps, en manque d'argent. Tout est fait pour vous appâter, vous voyez, pour essayer de vous faire définir vous-même comme quelqu'un de pauvre, qui convoiterait un petit peu de malheureux, qui mendierait un petit peu de choses extérieures. Donc c'est assez horrible en fait si on y pense. Et heureusement il y a des chaînes comme par exemple évidemment Bibouda et d'autres qui propagent une autre info, et ça c'est formidable. Donc voilà. Je retire mon chapeau à cause de ça. Ouais, c'est gentil. En tout cas, on a pas mal de personnes éveillées ce soir à qui ça parle vraiment. Aline qui nous dit: quel bonheur de vous entendre. Curiosité, joie et gratitude, paix et sentiment d'ouverture. Soudain, l'incertitude devient émerveillement. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait ça, en fait. Ça ouvre la porte d'autres possibles. Ouais, ça ouvre la porte. C'est vrai que ça peut être rassurant, surtout dans les temps qu'on vit actuellement. Voilà. Et c'est très, très beau, c'est vrai. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vrai que si on sort un peu du conditionnement des médias et tout, et qu'on part dans une autre culture, eh bien, c'est totalement différent. On a vraiment quelque chose de complètement différent. Mais alors, le fait de devoir travailler, enfin voilà, de devoir quand même rester dans ces conditionnements-là, oui. Est-ce que, on est toujours rattrapé finalement par cette réalité-là? Alors, tu vois, c'est intéressant ça, parce que souvent dans le monde spirituel, on parle de deux types de personnalités. On dit la personnalité publique et la personnalité privée. La personnalité publique, c'est comment on apparaît vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de vous me voyez, j'ai un aspect, j'ai un âge, j'ai un nom, j'ai un site internet et tout. Et tous ces trucs-là, il faut bien que j'en prenne soin, parce que tant que je vis dans une société, j'ai besoin de prendre soin de ça, donc parce que c'est la façon dont j'apparais dans cette société. Donc ok, ça il y a rien à dire, je fais attention moi-même à mon compte, mon carnet de chèques, je sais pas quoi, ma carte d'identité et tout ça, je suis obligé. Mais une carte d'identité, vous êtes obligé de l'avoir, sinon vous allez avoir des problèmes.
faut en prendre soin. Mais en même temps, le type qui s'identifie à sa carte d'identité, il est ridicule. C'est comme l'argent. L'argent, faut bien l'utiliser. Mais le type qui s'identifie à son argent, on sait bien que c'est un homme malheureux. Hein. Mais là, c'est pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez prendre soin des choses, hein, mais en même temps, prendre soin avec humour. Savoir que c'est impermanent, comme disent les bouddhistes. Hein. De toute façon, ça a un début et une fin. Voilà, donc c'est pas non plus la peine. On en prend soin, mais enfin, on sait bien que c'est pas la peine de s'identifier complètement à ça. Donc, premièrement. Hein. Et puis surtout, par l'expérience méditative, mais aussi par simplement le fait de vivre, hein, et de partager de l'amour, etc. avec les autres, eh bien, on s'aperçoit que quelque part, on se connecte à une source qui, elle, est inépuisable. C'est-à-dire que progressivement, vous réalisez que au-delà de la façon de se considérer, donc, hein, je vous dis comme un corps, mes possessions, mes biens, mes machins, vous apercevez que vous avez accès, en fait, à une source qui est une source inépuisable. Hein. Alors ça, dans toutes les traditions spirituelles, on vous le dit, hein, c'est le buisson qui se consume pas. Dans la Bible, c'est la source avec un grand S. Hein. Et ça, moi, je sais que c'est ce que j'essaye de transmettre dans ma vie parce que je trouve que c'est ce qui est le plus précieux, hein, c'est qu'on puisse revenir, même quel que soit notre état, qu'on soit vieux, jeune, riche, pauvre, on a un endroit où on peut revenir, où on est irrigué par une source, on pourrait dire de jouvence, avec un grand J, hein, et qui est là, quoi. Et si vous voulez, donc on continue à fonctionner, mais avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'humour, et on sent que quelque part, confusément, qu'on est aussi beaucoup plus vaste. Donc c'est ok quelque part. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu rêver, quoi, de s'imaginer tout ça. C'est waouh. Ouais, mais c'est la réalité. Dans le stage que je donne, là, bon, je reviens d'un stage d'une semaine là, à Montpellier, on a vraiment parcouru ces thèmes-là, hein, et ensemble, en plus, avec le groupe, le lieu, l'environnement, on avait vraiment l'impression d'être dans un monde, c'est ce que je disais sur la physique quantique, c'était apparemment le même monde, mais pour nous, c'était pas le même. Hein, parce que finalement, c'était presque une sorte de paradis, entre guillemets. Simplement, c'était le même monde, mais on le vivait d'une façon autre. Et je dirais que c'est vraiment aussi un choix. Vous voyez, pour rentrer à des choses concrètes, hein, je pense qu'il faut vraiment savoir, vous voyez, ce qu'on a envie de. Vous savez, on dit quelquefois dans le bouddhisme que l'esprit est comme un cristal. Il prend la couleur du truc sur lequel on le met. Donc, si vous mettez votre cristal tout le temps sur un tissu rouge, il sera toujours rouge. Hein, par contre, si vous le mettez sur un tissu arc-en-ciel, il sera arc-en-ciel. Eh bien, l'esprit, c'est le cristal. Donc, si vous regardez tout le temps la télé, vous aurez, votre esprit, il apparaîtra comme ça. Hein, donc, c'est important aussi de voir par quel environnement on se laisse influencer. Donc, voilà. Oui, et puis on dit qu'on est ce que l'on pense également. Donc, on est ce qu'on pense. des pensées C'est-à-dire que, si tu veux, au niveau ultime, on est libre, ça c'est sûr, au niveau absolu, mais au niveau relatif, finalement, on prend la forme de ce que l'on pense. Donc, c'est vrai que c'est bien de soigner, hein, de prendre soin aussi de son esprit, comme on prend soin de son corps aussi. Super. Tu avais écrit un livre, je crois, récemment. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, donc j'ai justement pour partager ça, hein, toutes ces choses et beaucoup d'autres, j'ai écrit un livre, voilà, vous l'avez là, Science, méditation et pleine conscience, hein, chez Jouvence. J'ai publié il y a quelques années, 3 ans, je crois 3 ou 4 ans, et qui porte donc, qui parle d'une part des validations de la méditation par les neurosciences, la médecine et tout, donc ça c'est une chose, et puis surtout qui parle de la théorie du chaos, physique quantique et relativité, qui explore. Alors, j'ai fait quelques chapitres de vulgarisation, un peu dans l'esprit de ce que je vous ai dit, mais là, je raconte quelques expériences de façon plus précise pour que vous ayez quand même une véritable, compréhension de ce que scientifiquement les choses disent, hein, et on peut l'expliquer simplement. Et puis, donc les liens avec l'approche de la sagesse et de la méditation. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai donné là, c'est le condensé hyper condensé du contenu du livre qui vous permettra éventuellement d'approfondir et de réaliser tous ces ponts que l'on peut faire de façon assez extraordinaire finalement. Hein. Donc et le livre vous pouvez le trouver donc sur internet facilement, hein, sur tous les grands sites internet, vous l'avez. Voilà.
Voilà, voilà. Super. Et donc, pour les personnes que ça pourrait intéresser également, tu proposes une formation déjà disponible sur notre site Bibouda, donc qui s'appelle La pleine conscience au cœur de la vie active. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Oui, alors c'est Philippe donc qui m'avait proposé de faire une formation sur la pleine conscience et donc j'ai commencé par dire pleine conscience au cœur de la vie active parce que ce qui me semble important en méditation c'est tout de suite de voir l'aspect concret et pratique dans une vie active moderne, hein, quel bienfait ça peut avoir, donc ça c'est le début de la formation, mais très vite j'ai eu envie de faire une formation très complète et j'ai donné donc les approfondissements de la méditation, l'aspect vraiment spirituel, proprement spirituel de la pleine conscience, et puis le lien avec la science moderne, ce qu'on est en train de travailler, et le lien avec la spiritualité aussi, avec la sagesse bouddhiste, avec d'autres spiritualités. Et donc avec des vidéos, des pratiques guidées, des audios guidés, enfin tout le cours de la masterclass complète habituelle. Hein, et j'ai essayé, si vous voulez, comme bon, ce que je donne dans ce webinaire, vous voyez, bon, bah, là j'ai essayé de le condenser, il y a une trentaine d'heures de vidéos en tout, hein, c'est tout un programme très élaboré, et ça permet voilà, de travailler en profondeur sur tous ces thèmes un petit peu extraordinaires, hein, quand même. Oui. C'est vrai Et que c'est extraordinaire. Encore une fois, on a énormément de oui, super retours. Mille merci. Merci beaucoup. Fantastique. C'est rassurant. Merci. C'est non, fabuleux. Merci la vie. Merci pour ce souffle de légèreté, cette puissance qui se déploie dans votre discours. C'est vrai que je partage tous ces avis. Je trouve ça vraiment très beau. Tu as une très belle façon d'apporter tout ça à nous, le commun des mortels. vous savez, c'est curieux parce qu'en fait, en avançant en âge, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'énergie. Alors, ça paraît complètement ridicule, bien sûr, du point de vue ordinaire, mais c'est comme ça, mais ça vient tout seul, quoi, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a c'est un peu comme un oignon, petit à petit, il y a des plures qui finissent par tomber, et donc, voilà, j'ai l'impression que en fait, la vie est vraiment infiniment plus surprenante et plus belle que en fait on ne croit et on la trouve dure, elle peut être dure, hein, bien sûr, elle peut être très dure, mais quelque part, même les difficultés peuvent être des tremplins pour aller plus loin. Hein, donc vraiment, il y a là quelque chose de merveilleux quand même à découvrir. Hein. Et donc, avant de partir sur les questions, par rapport à la formation donc en ligne que tu proposes Oui, sur oui. Bibouda, juste donc demain, si ça vous intéresse, dans le mail avec le replay du webinaire de ce soir, vous recevrez un lien pour avoir accès à cette formation avec un prix promo spécial webinaire de ce soir. Donc, il faudra être un petit peu patient et attendre demain. Ok. Vas-y. Alors, il y a pas mal de questions là, c'est très intéressant. Il y a une personne qui nous dit qu'elle a fait de la méditation et elle a entendu Es-tu prête? Qu'est-ce que ça signifie? Pendant sa méditation, Pendant elle a sa entendu une voix qui lui disait es-tu prête? Oui. Et je pense que, enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein, je suis pas, mais je pense que ça peut vouloir dire aussi, vous savez que il y a une parole dans la sagesse bouddhiste qui dit quand la porte de la prison s'entr'ouvre, parfois le prisonnier choisit de ne pas s'échapper. Et c'est une phrase assez profonde en fait qui veut dire que même quand on entrevoit la possibilité de faire vraiment ce qu'on veut profondément, d'être profondément en accord avec soi-même, on sent confusément ce que ça pourrait être. Quelque part, il y a des peurs qui nous retiennent. J'ai encore parlé cet après-midi avec une amie qui a un problème personnel et elle me disait qu'elle avait une chose merveilleuse qui s'ouvrait devant elle, mais en même temps des peurs très fortes qui finalement l'obligeaient presque à rompre, à casser cette opportunité. Vous voyez. Et souvent, c'est Rainer Maria Rilke qui dit nos peurs sont les dragons qui gardent nos trésors les plus secrets. Hein, donc, je pense que c'est pour ça que c'est pas si facile et que c'est quelque part ça demande parfois du temps. Hein, c'est-à-dire que il y a toujours un sphinx un peu devant nous qui dit finalement es-tu prêt à cette liberté inconcevable? Es-tu prêt à lâcher les concepts? Es-tu prêt à cette innocence
où tu vas te donner vraiment dans ta vraie nature, mais voilà, tu vas tout nu en fait, hein, tu vas pas armé de toutes tes défenses, de toutes tes théories, de toutes tes sécurisations, et voilà, es-tu prêt à ça, hein? Et bon, la réponse, bah, oui, non, peut-être à moitié, ok, bah, c'est pas grave, hein, si t'es pas prêt, bah, t'attendras que la porte s'ouvre la prochaine fois, pas grave, mais voilà, hein, il y a toujours cette petite chose, et je vous dis quelquefois, c'est bien. Alors là, le message que moi je donnerais, c'est faire confiance. Hein, faire confiance à soi-même. Quand on sent vraiment profondément quelque chose, eh bien, ne pas se laisser polluer par les pensées, les émotions, les concepts, les peurs, les machins, les trucs, les scénarios et tout, mais se dire merde, mais faire comme un enfant, comme un jeune enfant qui y va, quoi. Un jeune enfant, s'il voit quelqu'un, il a un bon feeling, il se précipite dans ses bras, il va pas dire ah attention machin. Il a ce mouvement d'innocence, de jeunesse, vous voyez. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est bien d'avoir cette confiance, cette innocence, cette confiance, et voilà. Alors est-ce qu'on est prêt à ça? Ben voilà, faut. C'est à chacune de décider. Ouais. On a eu une question au tout début du webinaire. Comment se fait-il que notre monde ne semble pas accepter cette physique quantique, justement? Oui, alors ça c'est très curieux parce que si vous voulez, physique quantique, elle est quand même, elle a été complétée, elle a été découverte ça a commencé en 1900 exactement par Planck et Bohr, et puis en 1926, Schrödinger a mis au point l'équation de Schrödinger, et on peut dire qu'en 1926, elle était presque complète. Bon, évidemment, depuis on a fait beaucoup d'autres expériences, etc. Mais quelque part, ça fait donc 100 ans que cette physique quantique est validée comme étant vraie, quoi, et donc on peut se dire, mais comment ça se fait que finalement on entend très peu parler, hein, qu'un discours comme celui que je vous tiens, finalement, vous ne l'avez pas entendu ni à l'école, ni même à l'université en général. Hein, et donc, à part les physiciens spécialistes de la physique quantique, bon, ça reste méconnu. Eh bien, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est qu'entre le moment où une découverte scientifique se fait et le moment où elle est acceptée par une société, il se passe souvent plus d'un siècle. Regardez, par exemple, Galilée avec la Terre qui est autour du Soleil, etc., qui est ronde. Hein, vous voyez, bon, voilà, combien de temps ça a pris avant que ça devienne une sorte d'évidence pour tout le monde. Souvent, il y en a qui passent à la casserole, hein, alors qu'ils ont découvert la vérité un peu trop tôt. Il y a ça. Et puis, il y a le côté, si vous voulez, c'est parce que ça va tellement, justement, c'est tellement révolutionnaire, physique quantique, ça casse tellement notre système conceptuel ordinaire, qu'il y a une sorte de défense, et vous savez, la première défense, c'est l'ignorance. Hein. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous gêne, qui vous dérange, le mieux c'est de l'ignorer, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Là, c'est la meilleure solution. Hein. Et la société, pendant longtemps, elle a quelque part ignoré. Comme je vous dis, elle a pris les équations de la physique quantique pour en faire des machines, pour l'aspect technologique, mais elle a complètement ignoré le message qu'elle nous transmettait. Moi, je suis enseignant scientifique au niveau universitaire, et mes étudiants, ils ont aucune idée. Ils connaissent quelques équations de physique quantique de base, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça dit vraiment et des paradoxes que ça implique et tout, parce que bon voilà, c'est pas enseigné du tout. Hein, c'est pas enseigné. Et en particulier, moi, ce que je déplore surtout, c'est que dans le monde de la biologie et de la médecine, eh bien, la biologie et la médecine, la biochimie, etc., tu vois, elles sont basées sur une physique et une chimie classique, de physique classique. Et donc, avec toute cette arrogance et ces certitudes d'un monde, vous voyez, par exemple, en médecine, eh bien, on va considérer que le système est indépendant de l'observateur. Hein, c'est justement la médecine scientifique, elle vous considère comme un objet, et l'aspect je suis conscient est totalement ignoré. Hein, ça n'a pas d'importance, votre conscience. L'important, vous êtes une sorte de machine qu'on va réparer. C'est comme ça que Descartes considérait les êtres humains et les animaux comme des machines biologiques. Et donc, faut vous réparer. Voilà. Hein, bon, c'est la médecine. Et ça a beaucoup de succès. Ça a un certain nombre d'avantages de voir ça. Mais c'est en même temps extrêmement limitant, on s'en doute. Hein. Et donc, c'est vrai que là, on se crispe sur, regardez en France en particulier avec le principe de laïcité sur lequel on se crispe d'une façon obsessionnelle, eh bien, on se crispe sur, on se crispe sur cette vision
scientifique, mais en fait ancienne. Hein. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais enfin, en même temps, on voit quand même le monde évoluer énormément. Hein, je donne des formations aussi, par exemple, pour les dirigeants d'entreprise, etc., sur ce thème-là. Et les gens disent, oui, c'est incroyable ce que vous dites, parce que c'est vrai que le monde ancien était fait dans le mode physique classique, mais maintenant, les nouvelles, il y a des tas de nouveaux modes de management, voilà, des tas de trucs qui se passent, et on a l'impression que cette vision unitaire de la physique quantique, par exemple, petit à petit prend aussi son essor, hein, donc il y a beaucoup de signes positifs quand même. Quand même. Quand même, ouais. Il y a quand même le mot physique dedans qu'on étudie, donc à un moment donné, ça viendra certainement. Oui, alors bien sûr, mais tu vois, moi je vois avec les enseignants ils sont vachement gênés par rapport à la physique quantique pour répondre aux questions des étudiants. À la limite, tenir un discours, bon ça on peut toujours apprendre par cœur son discours, mais quand les enfants ou les jeunes vont vous poser des questions et que vous allez dire, être amené à dire des choses comme ça, comme le temps et l'espace n'existent pas vraiment et tout, bon bah voilà, si vous voulez, c'est trop de remise en question quelque part, hein, donc ça fait peur en fait, voilà, ça fait peur en réalité. Je pense que le non-concept, si vous voulez, lâcher les concepts, c'est surtout une affaire de peur. Hein, on s'enferme dans des concepts quand on a besoin de se sécuriser. Hein. Et la société, Dieu sait si elle a besoin de se sécuriser de nos jours. Hein. Elle est dans une insécurité complète et elle a envie de se sécuriser. Hein. Et donc, elle se raccroche à des concepts. Et l'aspect paradoxal, et ça, ce que je vais vous dire, c'est très important, c'est que souvent, par peur, on se raccroche à des concepts, on se referme sur des concepts, alors qu'en fait, si on s'ouvrait à une conscience plus vaste, on trouverait une sécurité beaucoup plus forte, vous voyez. Hein, c'est un peu comme, par exemple, si vous faites confiance aux gens, eh ben, vous allez être beaucoup plus en sécurité que si vous êtes méfiant et que vous êtes paranoïaque, c'est évident. Oui, oui. Et paradoxalement, alors que le paranoïaque qui fait ça pour se protéger, mais en réalité, il est encore beaucoup moins protégé que si par rapport à quelqu'un de confiant. Vous voyez, donc c'est pareil, hein, c'est du même ordre. Donc là, c'est ouverture. Hein. Ouais, c'est ça. La société n'est pas prête en fait non plus. Elle n'est pas prête parce que les peurs sont énormes. Regardez la peur de l'autre, la peur de tout, quoi. Et même maintenant, vous voyez, même dans les mouvements de libération qu'on a, on recrée des catégories, on recrée des systèmes, des théories, toujours, voilà, pour essayer de fixer les choses. C'est une obsession chez nous. Hein. On recrée sans cesse des théories, des règles, des systèmes d'évaluation. Et là, on est en plein là-dedans, quoi. Et ça devient infernal. On sait bien en France. Hein, et ça, si vous voulez, c'est le cartésianisme devenu fou. Hein, et vraiment en pleine crise, quoi. Et à côté de ça, il y a une autre vision qui serait mais radicalement opposée. Hein, c'est d'axer sa confiance sur l'instant présent. Et dans l'instant présent, vous trouvez une confiance où tout s'ouvre. Et à ce moment-là, vous pouvez, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, trouver une sécurité intérieure en vous-même. Et ça, c'est la meilleure sécurité. Et c'est une très belle sécurité qui permet ensuite, vous voyez, d'établir avec les autres des relations qui sont pas basées sur la peur, la méfiance, le qu'est-ce qui va se faire, qui sont basées sur simplement un mouvement authentique du cœur. Et vous êtes dans cette sécurité. Hein, mais évidemment, ça c'est quelque chose qui se travaille. Hein, c'est pas parce que je vous le dis qu'on va forcément y réussir instantanément. Mais si on s'engage sur ce chemin, progressivement, c'est ça. Petit à petit. Et puis voilà, en parler dans ce type de conférence avec beaucoup d'auditeurs, ça permet que chacun soit un petit peu empreint de ça et que derrière on réussira peut-être tous à influencer aussi. Tout à fait. Alors, je voudrais mettre un petit bémol sur la physique quantique aussi. Bon, on parle à nos jours, tout le monde un peu s'en parle de la physique quantique pour faire des tas de trucs, c'est quantique, c'est quantique, c'est quantique, c'est quantique. J'ai rien contre, hein. Je trouve ça passionnant que des gens proposent des tas de liens, etc. Mais il faut faire la différence, si vous voulez, entre ce que la physique quantique vous dit, et j'ai essayé de vous donner 2-3 petites expériences pour vous faire sentir ce qui est dit, ce qui est découvert, hein, scientifiquement. Alors ça, c'est une chose. Puis après, il y a les interprétations, c'est-à-dire toutes les portes que ça nous ouvre. Et là, alors là, comme je vous dis, c'est un peu mind-blowing. Donc, en fait, on peut, disons, faire des liens, faire des rapprochements, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas retomber de nouveau
dans une fixation conceptuelle en disant ma théorie, voilà, ça y est, j'ai ma théorie, elle est prouvée par la physique quantique, ça se passe comme si, ça se passe comme ça, si vous faites ma recette, vous arriverez là, etc. Et là, on a quelquefois des gens qui sont finalement très catégoriques, qui deviennent très catégoriques, hein, qui mettent un petit peu qui pimentent de physique quantique leur théorie pour que ça fasse un petit peu plus sexy. Et là, je dis, en tant que spéculation, ça peut être passionnant, j'ai vraiment rien contre, mais peut-être ne pas le présenter comme une vérité absolue. Sinon, on retombe de nouveau dans des certitudes et des systèmes. Tout à l'heure, tu disais que le cerveau produit de la conscience. Et juste avant, on a eu Vida qui disait, est-ce que la conscience est à l'extérieur du cerveau, justement? Alors, ça, je vais donner une réponse phénoménologique qui est vraiment intéressante, c'est que ce que je disais exactement, puisque je l'ai dit très vite, donc je pense que c'est bien de le redire, hein. La vision de la science médicale et biologique actuelle, c'est que la conscience est produite par le cerveau. Ils pensent même que c'est une propriété émergente du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, à partir d'un certain niveau de complexité, brusquement, produirait de la conscience, un peu comme une étoile, à partir d'une certaine masse, s'allume et produit de la lumière. C'est un peu du même ordre. Et on ne sait pas comment, mais bon, ça serait ça. Ça, c'est la vision scientifique. Alors que la vision, je dirais, intérieure, c'est que, en fait, ce qui est premier, c'est la conscience. Parce que même le cerveau, c'est quelque chose dont je sais qu'il existe uniquement parce que je suis conscient de ça. Bah oui. Ah bah oui. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de cerveau non plus, il n'y a rien. Il n'y a pas de monde. Hein. Tout le monde dit extérieur, y compris mon corps, mon cerveau, eh bien, n'existe que par la perception que j'en ai. Donc, l'expérience première, c'est l'expérience être conscient. C'est cette lucidité fondamentale au sein de laquelle toutes les choses apparaissent. Les cerveaux, les corps humains, les hommes préhistoriques, les dinosaures, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc, en fait, la conscience est à l'origine du monde. Hein. C'est au centre de moi-même, eh bien, se trouve finalement une expérience consciente illimitée. Et c'est ça ma vraie nature, c'est cette expérience illimitée qui est au véritable centre de moi-même. Et c'est donc tout, c'est le tout, en fait. Et ça, vous voyez, c'est un changement de paradigme complètement différent qui part pas d'une théorie, mais qui part d'une expérience. Et si on repartait de l'expérience humaine, vous verrez, c'est très curieux, hein, quand on part de l'expérience humaine sans jugement, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une expérience pure, eh bien, on trouve une dimension à l'être qui est vraiment illimitée. Et ça, les gens qui ont vécu, par exemple, des NDE, hein, je pense que ça, c'est un très bon exemple, hein, les near-death experiences, les expériences de proximité de la mort, sont aperçus que la conscience n'avait rien à voir avec le cerveau. Et au contraire, certains disent même que quand on est sorti du cerveau, eh bien, la conscience était infiniment plus claire, hein, et que le cerveau serait comme une bureaucratie par laquelle la conscience serait obligée de passer pour nous alourdir, en fait. Hein. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites là-dessus, très très précises, qui le disent. Donc, je trouve que tout ça, c'est plein d'espoir, en fait. Hein. C'est extrêmement prometteur comme vision. Est-ce que donc la physique quantique, on pourrait l'associer à l'invisible du coup? Est-ce que ça pourrait être quelque chose? Oui, alors l'invisible, disons que en général, vous savez, quand on dit l'invisible, les scientifiques froncent le sourcil en disant oh là là, le monde invisible. Ils vont encore parler de trucs immatériels, surnaturels, etc. Hein, le scientifique classique, ordinaire, va tout de suite se crisper en disant moi je ne crois que ce que je vois. Hein, je ne crois que ce qui peut être expérimenté, ce qui peut être reproduit encore une fois hein, de façon objective, etc. Ce qui est visible, ce qui est tangible, ce qui est mesurable, hein, toujours. Mais effectivement, donc ça c'est la physique classique ordinaire. Et effectivement, de ce point de vue-là, la physique quantique, c'est pas tellement, on peut pas vraiment dire que c'est l'invisible, mais enfin disons que c'est une dimension. Elle nous ouvre à une réalité qui n'est pas aussi carrée, aussi définie que dans le paradigme classique ordinaire. Et donc quelque part, elle nous ouvre à un monde
qui est plein de paradoxes, qui est plus à l'état de potentiel que de réalité, hein, et qui est donc finalement plus flou dans un sens, donc moins visible si vous voulez, hein, plus flou, mais en même temps plus riche, parce qu'il y a beaucoup plus de richesse dans un dé qui est dans tous les états à la fois que dans un dé qui est sur deux. Parce que si votre dé il est sur 2 ou sur 1, ben voilà, il est là et vous êtes coincé avec votre 2 ou votre 1. Si vous êtes dans un univers où les choses sont à l'état de potentialité, s'il y a des univers multiples à l'infini, eh bien à ce moment-là, vous avez un choix immense. Vous voyez, vous êtes au carrefour des réalités en fait. Hein. Donc effectivement, on pourrait dire que c'est l'invisible dans le sens, c'est pas le carré, le tangible, le mesurable. Hein, c'est finalement une infinie potentialité. Et donc ça, c'est ce qui caractérise Shunyata, encore hein, cette grande vacuité, c'est qu'elle finalement elle est tellement riche de potentiel, elle est infiniment riche de potentiel, ce Shunyata. Alors que par contre, regardez comment les gens qui sont enfermés dans leurs concepts, ils sont pas du tout riches de potentiel. Hein, ils sont déterminés une bonne fois pour toutes, ils sont prévisibles, ils sont beaucoup moins, voilà, c'est beaucoup plus limité. Il y a énormément de réactions. Alors, il y avait une question que je voulais retrouver. Ah oui, voilà. Claude pratique la méditation, mais mesure tout le travail qui lui reste à accomplir. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour... Moi aussi, je mesure tout le travail qui me reste. Ah ouais, bon, bah, c'est plutôt rassurant. Après combien d'heures? Ça fait 35 ans, mais vous voyez, 35 ans, c'est rien du tout. Non, non, ben c'est ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire, hein, je parlais de mon expérience parce que je pense que c'est le mieux. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans la fin d'un de mes bouquins là-dessus. J'ai dit, j'ai l'impression à la fois d'avoir fait un chemin assez immense et en même temps d'être un débutant complet sur le chemin de la méditation. Et alors c'est très curieux parce que les deux sont vrais, quoi. D'un côté, indiscutablement, je peux dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Je pourrais vous raconter tous les bienfaits que la méditation, les progrès entre guillemets que j'ai pu faire probablement. Et en même temps, j'ai l'impression d'être presque quelquefois quand je m'assois, je me dis mais c'est la première fois, quoi. Voilà, j'apprends. Enfin, je sais pas, un sentiment aussi de pas du tout être une sorte d'expert, mais plutôt une sorte de débutant, voilà, que c'est toujours neuf, toujours nouveau, qu'il y a toujours à apprendre, voilà. Et je pense que c'est bon signe dans un sens. Hein. C'est quelquefois nous on voudrait bien être des experts, on voudrait être arrivé, on voudrait avoir atteint l'éveil, machin. Mais en réalité c'est merveilleux d'être dans un état où finalement on a encore beaucoup de chemin et puis la vie ça sera un grand chemin. Hein. Donc moi le conseil que je peux donner à cette personne c'est certes, il y a du chemin à faire, mais aussi, réjouissez-vous aussi de cette petite libération que vous avez déjà. Peut-être qu'à l'issue de vos méditations, vous avez senti peut-être plus d'amour, une autre façon de traiter les choses, et réjouissez-vous. Prenez le temps de vous réjouir déjà de ce que vous avez, vous voyez, de ce que vous réalisez, même si c'est un tout petit peu, même si c'est une petite fleur, mais la fleur, elle est belle. Hein, pas besoin d'avoir le monde entier. Et donc, voilà, se réjouir déjà de ces petites libérations qui s'ouvrent tous les jours, c'est être dans un état d'émerveillement constant. Et là, bah, après, le chemin, bah, ma foi, il est infini. Hein. Thierry nous dit beaucoup de pédagogie et d'humilité. Ça va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire. Avec 20 000 heures de pratique, tu te sens toujours débutant. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est vachement... Moi, j'adore mon petit filleul qui a 6 ans, là, on joue ensemble et tout. Et je dis, mais c'est génial, quoi, d'être comme ça, c'est formidable. C'est génial d'être débutant, d'apprendre des trucs. Enfin, je veux dire, il est tout content de découvrir des tas de machins. C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'en fait, je pense que quand on est éveillé, enfin, si tant est que ça veut dire quelque chose, on retrouve cette espèce de joie, de jouvence, vous voyez, l'émerveillement dont tu parles. L'émerveillement et puis de contact spontané humain, quoi. On n'est plus emprisonné dans tous ces systèmes, ces peurs, ces machins, ces trucs qu'on trimballe. C'est pour ça que je dis on rajeunit, en fait. Quand on est sur un chemin spirituel, on a vraiment l'impression de rajeunir. Alors ça, je peux vous assurer. C'est peut-être la meilleure pub que je peux faire pour le truc, pour le vouloir. Mais j'ai sûr qu'on a vraiment l'impression de rajeunir. Et moi, quelquefois, quand je vois des jeunes qui font la gueule et qui sont, voilà, qui ont l'air vraiment blasés, machin, je me dis, merde, bon, voilà, c'est dommage, quoi. Hein, donc, il y a vraiment cet esprit du débutant. D'ailleurs, dans le zen, on dit esprit zen, esprit de débutant. Hein, bon, voilà. Donc, c'est une belle phrase.
Annette demande comment est considérée la synchronicité Alors, ça physique c'est super quantique. intéressant. Vous voyez, quand je vous parlais de l'intrication, hein, je reprends si vous voulez en un mot parce que je l'ai dit un petit peu vite. Hein, vous avez deux particules issues de la même source et en fait, elles partent chacune indépendamment l'une de l'autre et ce qui arrive à l'une arrive instantanément à l'autre. Voilà. C'est d'ailleurs le principe de la téléportation quantique, c'est-à-dire que si vous faites subir à une particule une interaction, donc qui va modifier l'état de cette particule, l'autre modifie aussi son état quantique, alors qu'elles instantanément, alors elles peuvent être séparées par des distances arbitrairement grandes. Hein, donc ça permet de téléporter une information. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un changement peut être téléporté. Alors attention, hein, dans certaines conditions, c'est très restrictif, c'est pas juste, mais bon, ça existe quand même. Hein, voilà. Donc attention, la physique quantique, elle vous dit ça pour des particules. Elle a démontré ça pour des photons, pour des électrons, pour des atomes, etc. Hein, donc là, c'est parfaitement documenté. Bon. Après, là, on peut extrapoler, mais encore une fois, ce n'est qu'une extrapolation. Hein. Il ne faut pas dire que la physique quantique a démontré ça, mais on pourrait extrapoler en disant, si c'est vrai pour des particules, pourquoi ne pas imaginer que deux consciences sont intriquées? Hein, vous et moi, on est à des distances, l'histoire des jumeaux, hein, qui sont issus d'une même source, un peu comme ces photons, sont issus d'une même source, ils se retrouvent l'un en Amérique, l'autre en Europe, et puis bon bah quand l'un pense à un truc, l'autre va penser exactement la même chose, ou s'il arrive à un truc à l'un, l'autre va le ressentir. C'est pas plus mystérieux que deux particules intriquées en physique quantique, vous voyez. Alors c'est très important parce que dans la physique classique, eh bien, ces phénomènes de synchronicité étaient complètement méprisés, disqualifiés. Hein, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas reproductibles à volonté et ils étaient considérés comme, voilà, ça n'existe pas, voilà, c'est pas scientifique. On se foutait des gens qui croyaient aux synchronicités avant. Eh bien, en physique quantique, on peut plus s'en moquer de ces gens-là parce que on a le même phénomène pour des particules matérielles, donc pourquoi pas pour deux consciences. Hein. Moi, je suis profondément persuadé, parce que la sagesse bouddhiste nous le dit aussi, que si vous voulez, superficiellement, dans notre conscience superficielle, elle est individuelle. Hein, voilà, mes pensées, mes émotions, ça, c'est individuel, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, en dessous, notre véritable conscience, hein, primordiale, elle n'est pas personnelle, elle est universelle. C'est l'amour universel, c'est la conscience, c'est la bonté fondamentale de l'être, et celle-là, elle est complètement, elle baigne, si vous voulez, elle baigne l'univers, enfin, si vous voulez le dire d'une façon un peu poétique. Et alors, vous avez une très belle image bouddhiste pour décrire ça, c'est les vagues et l'océan. C'est-à-dire que, vous voyez, l'océan est fait de vagues. Alors, la vague, elle a une belle forme, et puis pendant un moment, elle est bien individualisée, puis à un moment, poum, elle tombe, et puis elle disparaît. Eh bien, si vous voulez, moi, ma forme, mon corps, etc., même mon esprit ordinaire, c'est la vague. Hein, c'est la forme de la forme de la vague. Alors, si je m'identifie à ma forme, évidemment, ça a mal tourné, parce que même si je me trouve très beau, à l'instant d'après, la vague est tombée, elle n'existe plus. Mais si je réalise que ma vraie nature, c'est l'eau, eh ben l'eau, elle est toujours là. L'eau. Et l'eau, c'est l'eau de l'océan, c'est l'eau de la vague, c'est la même eau. Simplement, l'eau prend des formes, et puis des formes qui s'élèvent, qui disparaissent, etc. Et ça, c'est magnifique. Donc, alors ça, c'est facile à dire, évidemment. Dit comme ça paraît très sympa. Après, l'important, c'est de le réaliser. Et effectivement, le chemin de la méditation, par exemple, permet tout doucement, insensiblement, de sortir de d'arrêter d'être hypnotisé par la forme de la vague, progressivement de réaliser la nature de l'eau. Et du coup, à un certain moment, vous atteignez, vous voyez, une sorte de sécurité. Voilà, peu importe ce qui arrive à la vague, c'est de l'eau de toute façon. Hein. Oui, c'est ça. Dire simplement. Hein, bon, alors évidemment, voilà, ça se fait petit à petit, parce que là, c'est vrai qu'on est on est ensemble et c'est formidable, on partage des choses merveilleuses, mais après, bien sûr, quand on se retrouve après dans un monde hostile où il y a toutes les influences négatives, là, évidemment, on retombe dans les emprisonnements mentaux. Hein, et donc, voilà, il faut de nouveau, voilà, c'est ça peut-être notre travail, on pourrait dire. Oui, c'est ça, individuellement, pour que collectivement, il y ait un changement.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis persuadé que je suis très positif. Hein. Je suis plein d'espoir. En même temps, c'est pas un espoir naïf. Hein. Je dis pas du tout que tout va être merveilleux et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, pas du tout. Mais je pense que, vu le nombre, je pense qu'il y a un nombre incroyable d'individus sur Terre qui sont de bonne volonté, qui souhaitent qu'une chose, c'est la paix, l'amour, l'harmonie, etc. Dans toutes les civilisations, qu'elles soient musulmanes, bouddhistes, ou je sais pas, n'importe quoi, ou occidentales. Et puis, bon, malheureusement, à cause d'un certain nombre de systèmes et de parasitage et de mécanismes et de conditionnement, bah, ça se passe mal. Hein. Mais il y a une force, une véritable force d'amour qui est là et qui est à cause justement de cette unité, ben, quelque part agit en dessous, quoi. Hein. Donc, je pense qu'on a on a des forces positives très fortes. Le seul truc, c'est que les journaux en parlent pas, c'est tout. Mais si on voulait parler de toutes les très belles initiatives qui ont lieu partout, on serait plein d'espoir. Hein. Voilà, donc. On me demande la différence entre la mécanique quantique et la physique quantique. Non, ces deux mots un peu synonymes parce qu'au départ, on Ok. parlait beaucoup de mécanique classique. Vous voyez, mécanique céleste. Hein. Je vous dis, la physique classique, elle aimait bien voir le monde comme une mécanique. Par exemple, je vous dis, Descartes pensait que les animaux étaient des automates. Et il disait pas robots à l'époque, il disait automates. C'est-à-dire que c'était des sortes de mécanique, hein, mécanique biologique. Et c'est pour ça d'ailleurs que Descartes considérait que découper en morceaux tout vivant un animal, c'était absolument pas un problème parce que c'était pareil que de démonter un objet. Hein, pour eux, c'était juste des objets. Donc il y avait cette idée que le monde matériel entre guillemets était comme une mécanique. Hein. On prenait l'image d'une grande horloge avec plein de rouages. Et Dieu était appelé le grand horloger, celui qui avait fabriqué cette horloge, ce monde. Voilà. Et donc, quand on a commencé à étudier la physique quantique, hein, eh bien, on a appelé ça souvent mécanique quantique parce qu'au départ, c'était un peu l'idée de comprendre le mécanisme entre guillemets du réel. Hein. Mais c'est juste des mots. En réalité, on emploie maintenant plutôt le mot de physique quantique. Voilà. Alors, Jacques demande, que pensez-vous de la physique informationnelle? Oui, alors il y a des physiques effectivement qui disent que la seule réalité, c'est l'information. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, justement, comme la matière n'existe pas vraiment, comme le temps, l'espace, etc., il n'y aurait l'élément primordial un peu de l'univers, ce serait pas l'atome ou comme on le pensait auparavant, c'est l'information. Hein. Donc ça, c'est une piste très intéressante. Hein. Encore une fois, mais vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, je pense, c'est important, c'est que en sciences modernes, on est dans le noir, hein, on est dans l'inconnu. Les cosmologues, ils ne savent pas ce que c'est vraiment que l'univers. Hein, d'ailleurs, en cosmologie, on parle de l'univers observable, hein, c'est-à-dire la seule portion d'univers dont on est capable de recevoir une information. Et puis alors après, il y a le reste, hein, et il y en a peut-être d'autres, etc. On n'en sait rien. Donc en fait, plus on avance, plus on a l'impression d'avoir des choses à découvrir. Et donc, les choses les plus fondamentales restent spéculatives. La gravité quantique à boucle, la théorie des cordes, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont voilà spéculatives pour l'instant. Donc après, il y a d'autres. Effectivement, bon, la physique informationnelle, c'est aussi une branche spéculative. Et moi, encore une fois, hein, je vous incite à une sorte d'honnêteté intellectuelle, c'est qu'il y a des gens qui disent des choses passionnantes là-dessus, à titre spéculatif, c'est-à-dire comme proposition, mais il faut bien se garder de les prendre pour des vérités. Voilà. Et encore une fois, je trouve qu'il y a des gens vraiment qui ont tendance à être catégoriques, à reprendre finalement les mêmes défauts qu'on critique un peu chez les scientifiques un peu bornés de l'ancien temps, eh bien, de reprendre cet aspect catégorique de j'ai la vérité, ça y est, c'est comme ça, la théorie est sûre, c'est ainsi. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de présenter ça comme des ouvertures, des spéculations, mais pas nécessairement comme des vérités absolues. On va encore prendre quelques questions, mais il y en a énormément, c'est dur de choisir. Ah, ça c'est ton travail, Anna. Alors, j'en avais une. Si le temps n'existe pas, nous n'avons pas avancé. Mais je retrouve celle d'avant.
Ah oui, pourriez-vous nous parler du pouvoir de l'intention? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Parce que j'aurais Merci dû en Nathalie. parler en fait. Si vous voulez, c'est dans le sagesse bouddhiste, hein, on vous dit que c'est l'intention qui crée la réalité. C'est-à-dire que si vous avez une intention positive, pure, enfin d'amour, eh bien vous allez progressivement créer une réalité pour vous-même et pour le monde une réalité meilleure, hein, plus heureuse. Euh, ça, c'est dû au fait justement que la conscience est co-créatrice de la réalité. C'est ce que je vous disais. Hein. Comme la conscience est co-créatrice de la réalité, eh bien, si on est, il n'y a pas un univers indifférent, hostile, comme dit Woody Allen, cruel, indifférent, hostile, hein, dans lequel on se débattrait, impuissant. Il y a un univers qui est infiniment fluide, hein, et modelable, et qui est co-créé sans cesse par notre conscience. Donc, si on a une intention pure, eh bien, ça va influer sur le réel et on va devenir nous-mêmes. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour vous illustrer ça. Prenez par exemple une personne qui aurait vécu pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, vraiment en dégageant beaucoup d'amour autour d'elle, en faisant vivre l'amour autour d'elle. Et bien évident qu'au bout de 30 ou 40 ans, cette personne, ça va s'être inscrit même dans son corps, hein, dans sa façon de parler, dans son apparence, dans son énergie. Elle va dégager ça. Elle va devenir, autrement dit, ça un petit peu. Hein. Et puis, il y a aussi des chances qu'autour d'elle, l'univers réponde à ces intentions-là, hein, même s'il peut y avoir des difficultés et tout. Globalement, elle a plus de chances d'être entourée par de l'amour que par de la haine. Hein, et inversement, la personne qui a passé son temps à essayer d'arnaquer, de faire du mal aux autres, bon, il y a des chances que même si pendant un moment elle a un peu de chance et que ça a l'air de marcher, ça va évidemment faire boomerang. Hein. Donc ça, c'est le principe du karma, celui qui est vraiment au cœur de toute la sagesse orientale, pas seulement bouddhisme, mais taoïste, hindouiste, etc. Bouddhiste, c'est le pouvoir de l'intention. Dans la sagesse bouddhiste, si vous voulez, c'est vraiment un des fondements de toute on pourrait dire l'éthique du bouddhisme. Hein, si tu fais du bien, ça va te faire du bien à toi, ça va te faire du bien aux autres. Donc, à ce moment-là, why not, pourquoi ne pas le faire? Et alors, encore une fois, ce pouvoir de l'intention, si vous voulez, n'avait aucun sens en physique classique, puisqu'en physique classique, vous avez un univers indépendant de votre conscience. Donc à ce moment-là, que vous émettiez les pensées, n'importe quelle pensée, de toute façon, l'univers, il est ce qu'il est, il changera pas. Hein, donc c'était complètement science et spiritualité étaient comme l'eau et l'huile, quoi, se mélangeaient absolument pas. Par contre, avec la physique quantique, effectivement, comme l'univers dépend de l'observateur, le réel dépend de l'observateur, mais évidemment on comprend bien pourquoi le pouvoir de l'intention, en modifiant la conscience qu'on a des choses, eh bien, va aussi influer l'univers. Vous voyez, donc c'est pas opposé. Voilà, c'est là pour le coup encore il y a convergence. Donc le fait que l'observé soit observé par l'observateur a une influence sur la chose observée. Oui, c'est-à-dire que oui, enfin très simplement, si tu veux, le monde que si par exemple, imagine que je pratique l'amour, enfin je pratique que je fasse vivre l'amour autour de moi, dans mon cœur, autour de moi pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, eh bien, le monde tel qu'il va se manifester à moi, eh bien, va être différent, tout simplement. Il va pas se passer la même chose. Il y aura pas la même alchimie, la même attraction, la même, voilà. Hein, et pourquoi? Parce que ce monde, entre guillemets, et en fait, c'est un monde qui dépend de ma conscience. Il n'est pas indépendant de la conscience que j'en ai. C'est pas le même. En fait, on vit chacun dans notre monde, si vous voulez. On croit qu'on est dans le monde, mais en fait, on n'est pas dans le. Il n'y a rien de tel qu'un monde réel qui serait le même pour tous. On a chacun une perception du monde différente. Et donc, on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Encore une fois, je pense que c'est ça, surtout, si vous voulez, la clé, hein, c'est que on est, grâce au pouvoir de l'intention, on est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Le seul problème, et ça les bouddhistes le disent bien, c'est que il y a un délai entre, si vous voulez, l'intention et le résultat. Et donc, c'est la loi du karma. Hein. Si vous lancez une pierre, par exemple, elle va vous retomber dessus, mais il va y avoir un certain temps entre le moment où vous la lancez et le moment où elle va retomber dessus. Pendant un moment, vous avez l'impression que vous avez lancé la pierre, il ne se passe rien.
Donc vous dites, ben ça servait à rien. Ben si, à un moment, poum, vous allez recevoir. Hein. Et donc voilà, ce délai il est plus ou moins long. Hein. Et donc on a besoin de ce délai. Hein. On a ce délai, quoi. Hein. Voilà. Et donc, pour la dernière question, quel Ouais. message au monde voudrais-tu donner pour la période actuelle? Ben, tu vois, là, je vais participer dans le 13 novembre là, à des rencontres à Toulouse qui s'appellent Convivencia, et ça s'appelle Spiritualiser la planète par une transformation intérieure. Et j'ai accepté d'être un des conférenciers parce que j'ai trouvé que le thème était vraiment génial. Parce que personnellement, moi, j'ai vécu dans une famille de militants politiques qui voulaient absolument sauver le monde. Bon, leur méthode était tout à fait discutable, mais par contre, leur intention était vraiment bonne. Ça, ils voulaient vraiment, ils espéraient vraiment créer un monde meilleur. Bon, les méthodes, j'en parle pas trop, mais l'intention était bonne. Et c'est toujours quelque chose qui, quelque part, est dans ma culture familiale, mais avec un peu de voilà d'expérience de ces milieux-là, eh bien, je me suis aperçu, et j'en suis convaincu maintenant, que sans une transformation intérieure, ça sera difficile de faire un monde pacifique et durable et compagnie. Pour une raison très simple, je vais donner un thème très simple. Si on ne trouve pas le contentement et le bonheur de la simplicité, eh bien, on aura beaucoup de mal à pas être avide, continuer à être avide de possession, de toujours plus, de consommation. Et dans ce cas-là, on peut faire toutes les lois qu'on veut, toutes les interdictions qu'on veut. De toute façon, il y aura toujours des façons de les tourner pour avoir plus de choses. Et le consumérisme, quelque part, restera. Et l'écologie, ça restera dans la théorie, mais bon. Et donc, si vous voulez, les gens ne pourront protéger la planète que s'ils trouvent un bonheur. Parce que si c'est un sacrifice, ils ne voudront pas le faire. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est justement se rendre compte que le bonheur, il est là, il est ici. Hein, il y a une plénitude incroyable qui est juste, qui nous attend. Mais elle nous attend ici et maintenant. Elle nous attend pas aux Bahamas ou je ne sais où. Elle nous attend ici, maintenant. Hein. Et donc, et ça, c'est vraiment le chemin de la spiritualité ou de la méditation ou de l'intériorité. Je vais appeler ça comme vous voulez. Je veux pas être limitatif. Hein, chacun a ses approches. Mais voilà, trouver un bonheur dans l'instant présent, dans la confiance et dans l'amour, eh bien, c'est le préalable absolu pour que ça puisse ensuite, disons, irriguer, et s'étendre, hein, et transformer le monde. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on appelle l'ensauvagement. Vous savez, c'est un mot un peu à la mode. En France, on dit la société sans sauvage. Bon et ben voilà. Donc là, on serait dans l'inverse. Vous voyez. Et là, c'est comme ça qu'on résoudra les problèmes. C'est pas avec des lois uniquement, avec des lois, des normes, des règles, des interdits, des trucs, voilà. C'est avec voilà, en cultivant ça. Alors les deux vont ensemble. Hein. Il faut bien sûr agir pour la planète et c'est formidable tous les gens qui agissent. Mais en même temps, voilà, en même temps, il faut aussi, je pense, cultiver cette vision de notre vraie nature, trouver ce trésor, s'en nourrir, et à ce moment-là, eh bien, là, une vraie transformation, si vous voulez, durable peut se produire. Oui, donc vraiment, moi, je pense que c'est le message que je donnerais, hein, de travailler sur soi pour travailler pour le monde. Ouais. Voilà. C'est le message final, si tu veux. Hein. Olivier, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant, fascinant, quoi. Je vois qu'il y a eu énormément de messages. Merci à tous d'avoir participé. Écoutez, merci à tous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur, hein, puisque le bonheur est à notre portée. Il est en nous, donc on va sûrement le trouver. Et beaucoup de bonheur, vraiment, c'est mon souhait le plus cher. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Vous recevrez demain par mail donc le replay du webinaire de ce soir. N'hésitez surtout pas à le partager. Ça vous a plu, donc ça plaira à votre entourage certainement. Et merci encore d'avoir répondu si nombreux. Et puis merci Olivier encore une fois. Je pense que là, on va tous aller se coucher avec de très très belles idées dans la tête et beaucoup d'espoir pour l'avenir. Bon, merci beaucoup. Merci, excellente soirée à tout le monde.